Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 22h dont tels sont les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné la capitale aujourd'hui en provenance de la Jordanie. Le président avait effectué ce déplacement dans le cadre d'un séjour de travail de 24 heures. Et dans la page sociale, Aïda Elouf se prépare pour accueillir demain le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui avait quitté hier après-midi Djibouti à destination de la Jordanie, a regagné la capitale aujourd'hui en fin de matinée. Il a effectué une mission de travail de 24 heures. Au cours de ce déplacement, le chef de l'État djiboutien s'est entretenu avec les principaux responsables politiques du royaume, dont le roi Abdallah II de Jordanie. Et à son arrivée à l'aéroport international de Djibouti, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement ainsi que les hautes autorités civiles et militaires du pays. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu ce dimanche matin, en marge d'une réunion à Aqaba, en Jordanie, de nombreuses rencontres avec les dirigeants issus des principales régions géographiques du monde, des entretiens en aparté notamment avec le roi Abdallah II de Jordanie. Les relations d'amitié et de coopération ainsi que les voies et les moyens de les promouvoir et de les développer davantage ont été au centre de ces entretiens. Cette rencontre bilatérale précède la réunion élargie que des dirigeants issus des principales régions géographiques du monde, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Union européenne, l'Australie, le Canada, les États-Unis d'Amérique auront dans la même journée d'aujourd'hui autour de la problématique du terrorisme, notamment sur les procédés de collaboration et de coordination à accentuer au niveau des régions, des continents et à l'échelle mondiale afin de mieux combattre le terrorisme et sa matrice nourricière principale, l'extrémisme sous toutes ses formes. Cette assise de dirigeants issus des principales régions géographiques du monde autour de la problématique du terrorisme intervient pour la troisième fois dans la ville jordanienne Aqaba. Connue désormais sous le nom de rencontre d'Aqaba, cette assise intervient périodiquement et à valeur de plateforme de discussion et de concertation informelle entre les dirigeants des différentes régions du monde en vue de renforcer les mécanismes d'échange et de collaboration entre les régions, les continents et à l'échelle internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Objet donc d'une visibilité sans cesse croissante, les rencontres d'Aqaba s'enrichissent, il est vrai, de la participation d'un nombre de plus en plus important de leaders politiques issus du monde entier. Le principe de participation aux rencontres d'Aqaba est étendu aussi aux organisations internationales, continentales et régionales ayant vocation à concourir dans la régularisation du phénomène du terrorisme. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, appartient quant à lui, avec le roi Abdallah II de Jordanie, au cercle restreint de dirigeants qui ont disposé au lancement et à la perpétuation de cette plateforme. Arrivé donc hier en Jordanie, le chef de l'État djiboutien eut droit à un important accueil dans ce pays. Il fut l'hôte principal d'un dîner que le roi Abdallah II a offert hier soir en son honneur. Et l'ambassadeur de Djibouti en Jordanie, M. Mohamed Ali Moubin, avec résidence au Koweït, nous a fait le point sur la visite du président Guelleh en Jordanie. Je vous propose d'écouter ses propos. En effet, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, il était en courte visite à Aqaba en Jordanie, dans une réunion de concertation à haut niveau, dans laquelle ont participé certains chefs d'État et beaucoup de délégations d'une trentaine de pays. L'objet de cette rencontre était de voir ensemble la lutte contre le terrorisme et également sécuriser la région et renforcer de coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Et surtout, c'est un fléau qui en fait affecte notre région, Corne de l'Afrique et Afrique de l'Est. Donc, les pays de cette région ont pris part, et également l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, et l'Australie, le Canada. Donc, beaucoup de pays qui ont pris part à cette réunion qui était abritée et par la Jordanie sur l'invitation de Sa Majesté
le roi de la Jordanie. Donc je pense que c'était une réunion très intéressante et qui a apporté beaucoup de réponses sur le problème que la région est-africaine et le monde arabe connaît dans le cadre de la lutte le terrorisme et l'extrémisme. Et Djibouti, dans cette réunion, il a présenté ses expériences par le chef de l'État dans la lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique et également sa contribution dans l'établissement de la paix dans notre région. Et c'était une réunion très intéressante qui a porté, comme je dis, beaucoup de réponses aux problèmes connus du terrorisme que connaît notre région. Retour aujourd'hui du premier secrétaire du ministère des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, Khaled Ali Al-Qaïdi, pour la réouverture officielle du consulat général des Émirats Arabes Unis à Djibouti. Ce dernier a été reçu à l'aéroport par Yassine Hussein Ali, directeur des relations bilatérales, et de la directrice par intérim du département arabe au ministère des Affaires étrangères, Hodan Moussa, ainsi que du représentant du DP World à Djibouti, Khaled Khalifa Al-Salès, et du doyen des corps diplomatiques à Djibouti, Kamel Kazaz. Ensuite, la délégation s'est rendue au consulat des Émirats Arabes Unis où le premier secrétaire du ministère des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis a hissé le drapeau émirati en présence des hauts responsables du ministère des Affaires étrangères, dont notamment le directeur des relations bilatérales, Yassine Hussein, le chargé d'affaires de l'ambassade du Koweït, Adel. Et le 4e séance publique de la 2e session ordinaire du Parlement de la 7e législature au titre de l'année 2015-2016 s'est tenue aujourd'hui au siège de l'Assemblée nationale, placée sous l'égide du président de l'hémicycle national Mohamed Ali Hamad. La séance plénière a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des ministres et l'ensemble des parlementaires. Au cours de cette séance, plusieurs points ont été abordés à l'ordre du jour, abordés et discutés. Il s'agit du projet de loi suivant. Le premier projet de loi est le projet de loi numéro 104 portant approbation du schéma de l'aménagement de l'urbanisme et de l'agglomération de Djibouti. Il s'agit d'un schéma directeur de la ville de Djibouti, document d'une importance capitale qui est le résultat d'une coordination des actions des différents départements ministériel. Il vise à promouvoir un développement urbain cohérent, harmonieux et durable de l'agglomération de Djibouti. Le deuxième projet de loi est le projet de loi numéro 123 portant ratification de l'accord de prêt pour le programme de résilience et à la sécheresse et au développement des moyens de substance durable dans les pays de la Corne de l'Afrique. Ce projet destiné à plus de 10 000 ménages vivant dans les régions permettra de développer et d'améliorer les renforts et de renforcer les moyens en substance durable du dispositif de la population rurale. Écoutons à propos des... Madame... Les espaces, est-ce que vous avez pensé à privilégier la construction en hauteur, mesdames et messieurs les ministres? Je vous remercie. La sécheresse frapperait-elle l'ensemble du pays ou une seule région du pays? Le fléau de la sécheresse ne servirait-elle que dans le secteur aison cité? De plus, je ne peux m'expliquer les raisons depuis 4 ans, faute d'autres alimentés en eau par manque de carburant, le palmier dattier in vitro de Hanle 2 ont péri dans sa totalité. Monsieur le ministre, louons vos efforts considérables dans l'exercice de votre fonction et surtout votre proximité avec les populations vulnérables. J'aimerais savoir si, à l'exception des programmes énoncés dans ce projet de loi, vous avez prévu une stratégie ou un plan d'action commun avec les acteurs concernés pour renforcer la résilience et outiller la population contre une éventuelle catastrophe. Ensuite, nous aimerions savoir sur quelle base a été décidée la répartition des fonds entre les régions. Je vous remercie. Et les membres du gouvernement concernés par ces différents points qui ont été soulevés par la représentation nationale ont répondu par la suite aux questions. Je vous propose de les écouter. Donc les 3 questions qui ont été posées par l'honorable Safia, elles se réfèrent à la mise en œuvre du schéma directeur. Et la première question donc porte sur les zones d'extension retenues pour développer l'habitat et le logement en l'occurrence.
Comme il est de coutume dans ce genre d'exercice, donc les zones d'habitat retenues et la surface donc qui a été définie et porte sur la croissance urbaine de Djibouti. Et il est vrai que Djibouti, la croissance urbaine se chiffre autour de 3-4%. Et en conséquence, donc, les chiffres, donc, les surfaces qui ont été retenues nous permettront de développer à l'horizon du schéma directeur environ 50 000 unités de logement qui seront donc nécessaires à réaliser pour répondre aux besoins en logement à l'horizon du SDO. Les trois zones sont là, donc la zone de Balbala Sud, la zone de Nagad et la zone de Farahad. La zone de Balbala Sud, où on a les réserves foncières les plus importantes, pourrait accueillir à peu près 27 500 logements. La zone de Nagad, à peu près 17 500 logements, et la zone de Farahad, qui est donc la zone qui est juxtaposée au port de Doralé, environ 6 500 logements. Nous avons privilégié donc les constructions en hauteur. Et si ma mémoire est bonne, dans tous les programmes que nous retenons, à peu près 60% devraient se réaliser en hauteur. Et 40% doit être réservé à l'habitat donc individuel. Pourquoi toutes les régions ne sont pas couvertes et uniquement une partie des régions qui sont couvertes par ce projet? Parce qu'il y a d'autres projets, écoutez bien, il y a d'autres projets qui couvrent les régions de Hanlé, de Gobaad, de Sadaïd, de Ouéima et également de Beyadader et de Beyadé. Tous les pays sont couverts, c'est pour cela que j'ai demandé à ce que vous veniez, soit ici, qu'on vienne ici, ou au ministère de l'Agriculture, pour vous faire une journée d'information. Aucune région n'a été omise, on travaille par approche, par bassin versant, c'est tous les bassins versants du pays qui sont couverts. Les palmeraies qui se trouvent dans la région de Hanlé, il n'y a pas de carburant, et les palmeraies sont en train de se dessécher. Doit-on, le gouvernement qui donne des intrants agricoles, qui donne les équipements solaires, qui donne les serres, qui donne les cultures, les installations d'irrigation goutte à goutte, doit-on également éternellement vous donner le carburant? Je crois que c'est non, parce qu'on va créer une mentalité d'assister. Il faut que vous mettiez la main dans la poche et payer le carburant. Sinon, une mentalité d'assister comme à l'époque du système pastoral. En nouvelle nationale toujours, la première session du Forum arabo-indien au niveau des ministres des Affaires étrangères s'est tenue ce dimanche à Manama, au Bahreïn. À noter que ce forum est le premier en son genre. Lors de cet important forum, notre pays était représenté par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, accompagné de Moussa Mohamed, représentant permanent de Djibouti auprès de la Ligue des États arabes, et de Mohamed Ali, directeur du département arabe au ministère. Les ministres ont examiné les voies et moyens pour renforcer la coopération entre les pays arabes et la République de l'Inde dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique, économique, commercial, énergétique, protection de l'environnement, agriculture, sécurité alimentaire, éducation et dans le domaine de la santé. Il y a eu de signaler que le volume commercial entre les pays arabes et l'Inde a dépassé plus de 200 milliards de dollars américains. Le ministre djiboutien a mentionné dans son intervention les liens historiques et les dénominateurs communs entre les Arabes et les nations indiennes permettront de développer davantage les relations existantes entre les deux parties. Un nouveau bataillon de soldats djiboutiens Hill 3 s'apprête à partir pour la Somalie. Une cérémonie d'inspection du bataillon Hill 3 qui prendra la relève du bataillon Hill 1 a été organisée ce matin au camp militaire Mariama. Ce sont quelques 700 soldats du bataillon Hill 3 qui ont reçu les dernières consignes de leurs officiers supérieurs de l'armée, à savoir en premier lieu le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette cérémonie a été placée sous l'égide du ministre de la Défense nationale, Hassan Darar Houfani. Ces soldats rejoindront les troupes de l'AMISOM, la force africaine de maintien de la paix basée en Somalie. Ils seront cantonnés à Baladweyne, où ont également pris part à cette cérémonie le préfet d'Arta, le président du conseil régional et de nombreux officiers des forces armées djiboutiennes. Ces soldats ont pour mission d'assurer la sécurité de la Somalie et de participer à la consolidation de ces institutions face aux attaques répétées des insurgés extrémistes du mouvement d'Al-Shabaab.
Et dès son arrivée, le ministre de la Défense, accompagné du chef d'état-major général des armées et du haut commandement militaire, a passé en revue les différentes troupes que compose le bataillon IL-3, quelques 700 hommes qui seront déployés dans le cadre de la mission de paix de la MISOM en Somalie, notamment dans la région de Hiran à Baladouine. La République de Djibouti participe ainsi activement à la restauration de l'État somalien et au renforcement de ses institutions en restant aux côtés de leurs frères. Et le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cher Ibrahim, a tenu un discours important dans lequel, dans un premier temps, rappelé les différentes victoires accomplies par le premier bataillon que notre pays a déployé en Somalie dans la région de Hiran. Puis le général Zakaria a souligné que nos forces armées depuis longtemps participent aux missions des Nations de la paix et a donné comme exemple en Haïti et la Centrafrique. Ce dernier a encouragé le bas de relever et a exhorté de haut l'image de notre pays par l'intégrité et une attitude exemplaire. Le général a informé les militaires que le gouvernement avait décidé de donner une retraite complète aux soldats nouvellement recrutés malgré son état de service qui ne lui permet pas normalement d'en bénéficier. Enfin, le général a conclu son intervention par une prière et un fatiha collectif. Et puis ce fut au tour du ministre de la Défense, Hassan Dalal Houfani, de prendre la parole et de souhaiter bonne chance aux soldats qui composent le 3e bataillon île djiboutien qui sera incessamment déployé en Somalie dans le cadre de la mission du maintien de la paix de la MISOM. Vous allez en Somalie, a poursuivi le ministre de la Défense, pour renforcer les capacités opérationnelles de vos frères et sœurs déjà sur place. Le ministre a appelé ces hommes à être de vrais soldats courageux et dignes qui combattent avec force l'ennemi. Vous ne serez pas seuls là-bas, vos frères d'armes originaires d'Éthiopie et d'autres pays seront à vos côtés pour combattre le même ennemi, a conclu le ministre de la Défense nationale. Après Ali Adé, nous allons parler ce soir du village de Adailou. Depuis un certain temps, la capitale n'a plus le monopole de l'actualité nationale. La raison en est simple, elle est guidée par la volonté du chef de l'État de faire profiter aux zones rurales des avancées dans les domaines du développement, à savoir l'éducation, la santé et bien sûr l'énergie. Ce soir, tous les projecteurs d'actualité sont tournés vers Adailou. En effet, après Ali Adé et le Grand Bara, le président de la République doit inaugurer demain à Adailou une centrale solaire qui va alimenter en électricité le village. L'événement mobilise tous les habitants de ce village, le préfet de la région de Tadjoura ainsi que le président du conseil régional qui s'activent tous à accueillir le chef de l'État. Mais pour commencer, une présentation sommaire d'Adailou s'impose. Combien de Djiboutiens sont capables de situer sur une carte le village de Adailou? C'est l'occasion de faire connaissance avec cette localité. Adailou est l'un des plus grands villages de la région de Tadjoura, au nord de Djibouti. Connu pour son climat froid, il a la particularité, comme Daï et Randa, d'accueillir une importante colonie de vacances pendant l'été, période durant laquelle la vie à Djibouti-Ville est difficile à cause de la chaleur. Selon la tradition, Adailou serait le village où l'ancêtre de Adaïl, Haremaïs, a donné naissance à sa lignée. C'est aussi une porte de la Wema. Le village de Adailou est situé à environ 63 km de la ville de Tadjoura. Le nombre de ses habitants varie entre 4500 et 5000 personnes selon les saisons. Tout son territoire jouit d'un environnement naturel qui est propice à l'agriculture, l'élevage et le tourisme. On y trouve des jardins d'arbres fruitiers comme les bananiers, les manguiers, les goyaviers ou encore des dattiers comme au village de Guirori. L'habitat est essentiellement constitué de maisons en dur dans les villages d'Adailou et d'Assaguela et d'habitats traditionnels comme des Toukoul ou d'Aboïta dans les secteurs environnants. Les principales sous-localités sont Assaguela, Wabaïta, Silalmia, Adoïla, Mioye, Taran, Diri, Afadaba, Girori, Gaura, Dafaneitu, Garbad Boda, Able Af et Lataba. La localité de Adailou, de par l'accroissement de la population,
est érigée en sous-préfecture en février 2005. Ainsi, elle devient la 4e sous-préfecture de Tadjoura. Le village d'Aïlou possède une école primaire constituée en 1972 qui accueille aujourd'hui plus de 300 enfants scolarisés issus du village et de ses périphéries et d'un collège qui a ouvert ses portes en 2009, contribuant aussi à freiner l'exode vers la ville de famille pour accompagner leurs enfants passés à l'étape du collège. Adaïlou, situé dans une région au climat très favorable à l'agriculture, possède des jardins maraîchers. Adaïlou, comme l'ensemble du pays, connaît un développement et des infrastructures dans les différents domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de l'énergie. Ces avancées font suite à l'engagement du président de la République de doter Adaïlou, comme les autres zones rurales, de toutes les infrastructures de base. Cet engagement, le président de la République l'avait pris devant les habitants de Adaïlou en septembre 2002 durant son mandat, premier mandat. Flashback sur cette visite du président Guéli à Adaïlou. Dès son arrivée à la magistrature suprême, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, dans une tournée effectuée à travers tout le pays, s'était rendu à Adaïlou en septembre 2002. Très enthousiasmés par son élection à la tête du pays, les habitants d'Adaïlou avaient réservé un accueil très chaleureux au chef de l'État, comme vous pouvez le voir sur ces images. Dans une allocution prononcée devant les habitants d'Adaïlou et du Grand Ouéma, le chef de l'État a pris un engagement formel d'intervenir dans les domaines de la santé, l'éducation et l'eau. Déjà, à cette époque, le président avait fixé les grands axes de son action politique pour les habitants de Adaïlou. C'est dans cet esprit que nous vous consultons, a dit le président, pour être au plus près de vous, pour nous entretenir et discuter, en vue de dégager de concert des solutions aux différents problèmes touchant notre pays pour le bien-être de notre peuple. Les difficultés d'eau dans la région est un nouveau défi qui vient s'ajouter aux autres défis. Mais sachez, a ajouté le président, que les instances et les pouvoirs publics concernés travaillent d'arrache-pied et de concert pour trouver des solutions les plus rapidement possibles. Il faut également souligner, a précisé le président, que notre population augmente de jour en jour. Enfin, a rappelé le président qu'il était du devoir de chacun de participer au développement du pays afin de ne plus dépendre de l'extérieur et de nous acheminer vers l'autosuffisance dans le secteur socio-économique de notre nation. Cette participation, a précisé le président, doit provenir de nous tous, de toutes les forces vives de notre pays, de toutes les couches sociales, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes.
Juste après son intervention, le président s'est entretenu avec les Okals et les chefs coutumiers de la région. Paris tenu donc pour le chef de l'État, Adailou a vu depuis ses infrastructures doubler, à savoir l'extension de l'école primaire, la construction d'un collège, la construction d'une maternité ainsi que la réalisation de nouveaux forages. Comme le soulignait le chef de l'État dans son discours à Adailou à l'époque, malgré une conjoncture économique difficile, tous ces engagements ont été réalisés. Ce reportage nous retrace l'ampleur des réalisations qui ont vu le jour à Adailou et qui ont transformé la vie des Adaillois. De son passage à Adailou, le président mettra en place un plan de développement approprié à cette localité. Parmi les infrastructures qui bénéficieront de ce développement figure en première place l'éducation. Pour le président de la République, tous les enfants de cette localité doivent bénéficier, au même titre que tous les enfants des autres localités, de l'instruction publique. C'est ainsi que l'école de 6 places de Adailou, avec 70 élèves, passera à 12 classes avec près de 3 à 400 enfants. Pour freiner l'exode des familles vers les zones urbaines, pour accompagner leurs enfants, Adailou bénéficiera de la construction d'un collège. Quant au volet santé, le dispensaire d'Adailou bénéficiera d'une extension prenant en compte un service de maternité afin d'éviter d'évacuer vers la ville toute femme qui accouche. Les problèmes de l'eau seront également résorbés avec la mise en place d'un nouveau forage et d'une adduction d'eau. Le village de Adailou sera donc alimenté en eau potable avec la construction d'un château d'eau sur le haut de la falaise. Avec l'abondance de l'eau, des périmètres agricoles avec des jardins maraîchers verront le jour. Adailou, dont la voie de communication sera réaménagée, bénéficiera d'une accessibilité plus fluide. Et de ce fait, verra son enclavement diminuer très fortement. Les actions en faveur des habitants de Adailou ne s'arrêtent pas là. C'est ainsi qu'un complexe sportif est actuellement en construction au profit de la jeunesse, en vue de promouvoir le sport. Enfin, le réseau GSM vient d'être installé à Adailou, ce qui facilite les communications téléphoniques avec ces villages. Toutes les équipes techniques s'activent, comme vous le voyez sur ces images, à faire le nécessaire pour que les Djiboutiens puissent suivre en direct cet événement. C'est un défi que la RTD relève chaque jour davantage et malgré l'éloignement du village d'Aïdalouf et la chaîne de montagnes qui l'entoure, la retransmission en direct ne devrait pas en fait poser de problème. Malgré quelques défaillances techniques ce soir, la RTD n'est pas la seule bien sûr. Dans ses préparatifs, c'est tout le village de Aïdalou qui est en ébullition pour accueillir demain le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et pour revenir donc à la visite du président de la République à Adailou demain, le chef de l'État va inaugurer une nouvelle centrale solaire qui va alimenter le village en électricité. Une réalisation, comme le montrent ces images, qui a été déjà achevée. La vie des Adaillois en sera transformée bien sûr. Il s'agit là d'une source d'énergie propre qui va remplacer le vieux groupe dont l'entretien commençait à devenir difficile. Mais ce n'est pas tout. Ce sera aussi l'occasion pour le président de rencontrer les habitants de cette localité comme il l'avait promis dans son discours de revenir chaque fois que c'est possible. Voilà donc tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette visite demain du chef de l'État dans le village de Adailou. Actualité internationale pour clore cette édition au Yémen, l'aide humanitaire a du mal à atteindre Taïz. L'ONU cherche le moyen d'assurer un accès en tout temps à Taïz, une ville d'environ 25 000 résidents assiégés par les rebelles chiites qui contrôlent aussi la capitale du Yémen et se battent pour renverser le gouvernement reconnu par la communauté internationale. La suite avec Mohamed Issa. Selon le coordonnateur humanitaire des Nations Unies pour le Yémen, Jamie McGoldrick, seuls quelques magasins sont ouverts à Taïz. Les produits et services de base sont rares, comme l'accès à l'eau et à l'essence. L'accès humanitaire à 3 districts de la ville est compliqué depuis plusieurs mois et les hôpitaux ne sont pas épargnés par la violence. Les rebelles Houthis contrôlent Taïz depuis des mois en bombardant sans discernement la ville dévastée, bloquant les livraisons d'aide humanitaire selon des résidents et groupes d'aide.
Le directeur adjoint du Programme alimentaire mondial, PAM, Adam Moussalam, a affirmé que son équipe avait réussi à apporter de la nourriture pour 3000 familles dans la ville. Taïz est située sur la frontière entre le nord et le sud du Yémen et pourrait être un point tournant dans la guerre civile au pays, en cristallisant possiblement la perte du sud par le Houthi. Le délégué de l'UNICEF au Yémen, Julien Harnes, a indiqué qu'environ 1900 enfants avaient été tués ou blessés depuis les débuts du conflit, pour la plupart à Taïz ou Sanaa, la capitale et principal bastion des rebelles. La guerre civile du Yémen a commencé lorsque le Houthi, allié à un ancien président, ont pris d'assaut la capitale en septembre 2014. En mars 2015, une coalition de pays menée par l'Arabie Saoudite a entrepris des frappes aériennes, puis des opérations terrestres pour contrer les rebelles. Plus de 5800 personnes ont été tuées et plus de 80% de la population du Yémen a grandement besoin de nourriture, d'eau ou d'autres formes d'aide, selon l'ONU. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour le reste du programme.